Audrey Chipot, vous êtes créatrice de la page sur Instagram Vos Stars en réalité, autrice du livre Derrière le filtre aux éditions Le Duc et surtout l'une des principales lanceuses d'alerte sur les réseaux sociaux. Vous décryptez cet écosystème, le système de l'influence. Blatologue, vous, c'est sur X que vous traquez les influx-voleurs. Votre spécialité, la crypto-monnaie, enfin les dérives de la crypto-monnaie et des paris sportifs. Bienvenue dans Ça bouillonne. Bonjour Islaine. Bonjour Islaine. Je suis ravie de vous recevoir parce que là, j'ai vraiment la team des lanceurs d'alerte des réseaux sociaux. Audrey Chipot, vous avez participé, donc vous avez été auditionnée à la commission d'enquête autour des effets psychologiques des mineurs. Alors, comment ça s'est passé ? Eh ben, c'était très intéressant. J'ai pu dire tout ce que je voulais, tout ce que je voyais depuis déjà plusieurs années. On a pu reprendre, je pense, l'ensemble de moi, ce que j'ai pu voir, et on a évoqué les algorithmes et un petit peu tout le système qu'il y a sur TikTok. C'était très intéressant. Toutes les auditions, d'ailleurs, étaient très intéressantes, parce qu'il y avait la mienne, mais il y en avait énormément d'autres avant. Donc, on a pu entendre des spécialistes dans plein de sujets et surtout des victimes, notamment des parents de victimes. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement intéressant. Oui, et donc le réseau social, quelque part, qui est pointé du doigt, c'est TikTok. Arthur Delaporte porte cette commission d'enquête. On dénonce les matchs TikTok, aussi une certaine... On enquête aussi autour de la prostitution aussi des mineurs, donc on en parle, et de certains influenceurs qui sont complètement à côté de la plaque, quelque part. Vous en avez pensé quoi de Alex Hitchens, par exemple, qui est une sorte de masculiniste ? Oui, alors pour moi, il est masculiniste complètement. Alors j'ai trouvé que c'était quand même assez exceptionnel de couper court à la commission d'enquête comme il l'a fait. Enfin, pour moi, c'est surréaliste. Oui, il n'a pas eu peur, en fait. Non, en fait, moi, ce que je me suis dit après ces auditions, c'est qu'il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect de l'institution. C'est un problème. Comment pensez-vous, Blatologue ? J'ai trouvé très insolent et très mauvais signal envoyé aux jeunes qui le suivent, notamment, en disant une commission d'enquête, c'est sérieux. Et de partir comme ça, c'est un petit peu du jean-foutisme, pas peur de l'autorité, insolence, vraiment très mauvais signal envoyé. Oui, ce genre de personnages, vous les connaissez, d'autant que vous appelez Blatologue. Pourquoi ? Alors, je m'appelle Blatologue, c'est parti en fait des enquêtes. On était plusieurs sur Twitter en 2018-2019, sur Marc Blatta, sur toutes les arnaques qu'il faisait. Et on peut rappeler qui est Marc Blatta ? Alors Marc Blatta, c'est un influenceur de Dubaï qui est parti s'exiler là-bas un petit peu forcé parce qu'il avait eu des gros problèmes déjà en France à l'époque et qui est arrivé sur les réseaux sociaux en faisant des croustilles où il balançait un petit peu des infos sur ce qui se passait dans le monde des influenceurs pour pouvoir se faire connaître. Et une fois qu'il a gagné en notoriété grâce à ça, il s'est mis un petit peu à faire des choses assez louches, business, trading, faux jeux concours, fausse formation CPF, dropshipping, etc., etc. Et du coup, Marc Blatta, spécialiste de Marc Blatta, blatologue, voilà. D'accord, donc voilà, c'est ça, un spécialiste de Marc Blatta, c'est incroyable. Et vous connaissez tous les deux ? Alors, on s'est rencontrés en janvier 2023 à la première conférence de presse qui a eu lieu du collectif AVI, où je représentais le collectif lors de cette conférence de presse. Et c'est là où j'ai rencontré Audrey pour la première fois en visuel, puisqu'on se parlait déjà depuis plus d'un an sur WhatsApp ou par téléphone pour échanger justement sur toutes les arnaques qu'il y avait sur le net par rapport aux influenceurs. Donc, il faut rappeler que le collectif AVI est un collectif qui est aussi un collectif en fait lanceur d'alerte. Exactement. Voilà, ils ont alerté sur Dylan Thierry, sur Laurent Billionnaire. Alors Dylan Thierry, c'est moi qui avais fait l'enquête, mais par contre oui, il y a Laurent Billionnaire, ils ont pas mal de victimes, ils font des plaintes collectives, Bye Mon Amour également, enfin tout un tas d'influenceurs problématiques, on va dire. Ils sont là un petit peu pour regrouper les victimes, les mettre en relation avec des avocats, monter les dossiers
et porter ça devant la justice. Et on attend toujours d'ailleurs que la justice avance. Oui, parce que ça date, ça a au moins 2 ou 3 ans cette histoire. Alors la première plainte, parce que le collectif avant c'était le collectif AVMN, donc qui regroupait justement les victimes de Marc et Nadé Blata. Donc il y a une plainte qui a été déposée en janvier 2023, donc presque 2 ans et demi maintenant. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui se passe parce qu'il n'y a toujours rien, alors que toutes les preuves ont été données. Les victimes sont là. Et les victimes, ce sont des victimes qui ont perdu de l'argent, qui se sont fait arnaquer, qui se sont fait avoir. Exactement. Notamment une victime qui était passée à la télévision dans 7 à 8, qui a annoncé, je crois, presque 25 000 euros de perdus dans le trading de Marc Blata. Et d'autres 1500 euros, d'autres 2000, 3000. Donc il y a quand même des sommes assez importantes. Si on regroupe tout le monde, je crois que ça fait presque 200 000 euros. Donc, mais que fait la justice ? Exactement. Que fait la justice ? On va enquêter. Je vais enquêter. Non, mais je pense qu'il y a un problème aussi, c'est que Marc Blata, il n'a plus du tout d'attache en France. Il n'est pas revenu depuis 8 ans. Il est bloqué, oui, il est un peu bloqué à Dubaï parce qu'apparemment il a des problèmes s'il revient sur Paris et donc ils peuvent pas l'entendre. Lui, il habite plus ici, donc je pense que est-ce que la justice hésite à aller à Dubaï parce que c'est énormément de frais, déplacer des enquêteurs, etc., d'aller là-bas en se disant est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je sais pas, hein, c'est les questions que je me pose. Oui, et on remarque leur lien quelque part à tous ces influenceurs, c'est cette arrogance, donc ce côté où tout est permis. Il n'y a plus de limite. Il y a plus de limite. Je pense que le sentiment d'impunité favorise aussi le fait pour eux, il n'y ait plus de limite, parce que peu importe ce qu'ils font, finalement, on le voit. C'est très difficile à avoir quelque chose de concret au niveau de la justice. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et même nous, en tant que journalistes, on alerte, on fait des reportages, on réalise des enquêtes. Après, c'est vrai que quand on met la lumière dessus, on l'a vu aussi, même avec Booba, qui avait quelque part mis la lumière sur ces influx voleurs, ça a fait bouger les choses. Booba, votre travail, vous, sur les réseaux sociaux, le complément d'enquête, ça a créé quoi ? La loi. Donc la loi anti-influx voleur, enfin la loi influx voleur ou influenceur, je sais pas, mais comme ils sont intouchables, en fait ils continuent toujours. Donc il n'y a pas de hashtag publicité, il y a toujours les enfants qui sont présents dans les stories pour faire des placements de produits, il y a toujours du trading, il y a toujours, même on voit des paris sportifs qui reviennent, etc. etc. En fait, il se passe quelque chose, c'est que quand on a eu la commission d'enquête, Manon Tanti découvre par le député que mettre sa fille dans une publicité, en fait, c'est encadré. Et elle découvre à ce moment-là qu'elle ne respecte pas la loi. Ça aussi, c'est un problème. Ça veut dire qu'on a des gens qui pratiquent un métier et ils n'en connaissent pas les règles. Donc, alors là, il y a un problème aussi avec les agents. Parce que c'est aussi les agents, notamment Magali Berda, Wesley, de dire à leurs influenceurs, attention, la loi influenceur, c'est pas un tome de 200 pages. On peut rappeler la loi influenceur. Voilà. Donc en fait l'interdiction des paris sportifs. Voilà. Oui, de tout ce qui est placement financier. De toute façon, placement financier. Médecine, chirurgie esthétique. Faire de la promotion de la chirurgie esthétique. Il faut identifier ses publicités. Mais tout ça, c'est des choses quand même qui dataient d'avant. C'est-à-dire qu'avant la loi influence commerciale, toutes ces règles existaient déjà. L'identification des publicités, c'est depuis 2011. Donc imagine, on est en 2025, la loi 2023. Mais là, ce qui a vraiment changé dans cette loi, c'est le statut d'influenceur commercial et le métier qui est créé. Et ensuite, les co-responsabilités avec les agences, comme tu le disais, et les marques aussi. Et les peines qu'on encourt. Et les peines qui sont précisées dans la loi. Donc il y a eu plein de petites choses qui ont été précisées sur une base qui était déjà existante. Et de la base avec laquelle la DGCCRF pouvait avoir des sanctions à l'égard de ceux qui ne respectaient pas déjà ces règles. J'ai l'impression qu'au départ, il y a eu vraiment cette peur de cette loi, on disait que le business en fait des influenceurs, c'était terminé, c'était over. Et finalement, ils ont pu contourner la loi avec les matchs TikTok. Alors, la peur du business ou la peur de Booba ? Moi, je ne sais pas trop. C'est les deux, peut-être. Les matchs TikTok, si vous voulez, c'est autorisé. Hein. Il n'y a rien de... C'est un jeu. Les gens jouent.
Oui, mais je parlais de business. Ouais. J'ai pas dit que c'était illégal. J'ai dit que ça devenait un business. Ils ont rebondi quelque part avec des nouvelles plateformes, donc avec TikTok, donc c'est Match, avec Mime aussi, en vendant des parties de son corps. Moi, en aucun cas, je juge. Moi, tant qu'on est majeur et vacciné, chacun fait ce qu'il veut. Mais on parle aussi de mendicité numérique, comme tu le racontes, enfin, comme vous le racontez dans votre livre Derrière le filtre. Alors oui, de la mendicité numérique. Et puis ce qu'il y a avec les matchs TikTok, c'est qu'il y a un réel phénomène d'emprise et de dépendance. Donc il y a quand même, les gens sont dans un engrenage. Bon, toi, tu les as testés aussi, du coup, les matchs. Oui, parce qu'on était obligé de jouer pour comprendre le système. Et c'est vrai que c'est addictif. Et vous avez pranké aussi Magali Berda. Voilà, j'ai pranké Magali Berda avec mon pseudo Rends l'argent. Et je jouais contre elle. Et donc, la personne qui était contre Magali Berda dans le match TikTok disait Rends l'argent, merci, bravo, etc. Donc, c'était un petit peu drôle. Mais c'est vrai qu'on se prend vite au jeu. Même toi, Audrey, je crois que. Ah, ben moi, je l'ai dit. Tu m'as dit, j'ai joué et tout. Quand j'ai fait l'expérience sociale, donc c'était début 2023, je crois, fin 2022, début 2023. Je l'ai vu très vite qu'il y avait en tout cas un risque de dépendance. Ça ne veut pas dire que tout le monde va y être, mais en tout cas le risque est là. Oui, ça, l'addiction, moi, l'adrénaline. Je l'ai détecté très très vite. Et donc du coup, je me suis assez vite rapprochée de psychologues et on a fait le décryptage de tout ça avec des gens qui sont professionnels, experts dans ce domaine-là. Mais parce que pour moi, ça a été une évidence. Alors ça en dit quoi ? Ça, on dit qu'il y a... Ils en disent quoi, les psychologues ? Qu'il y a déjà un mécanisme qui fait qu'on va aller de plus en plus loin, jouer de plus en plus quand on commence à se mettre vraiment dedans, et que le mécanisme d'emprise et de dépendance, en tout cas, peut être présent, bien sûr. Et surtout, je voudrais ajouter une chose, c'est que plus on joue, donc plus on envoie de l'argent, plus on envoie des cadeaux, plus l'influenceur... Eh bien évidemment, on nous dit « Ah, super, merci !» Et d'un seul coup, on se sent important, entre guillemets, parce qu'on a quelqu'un de connu qui nous parle et qui nous estime. Et plus on envoie, plus il nous estime, plus il nous remercie. Et du coup, ils jouent de ça. Et après, ils appellent carrément les donateurs pour faire genre on est copains-copains. Non pas parce qu'ils ont envie d'amitié avec eux, mais parce qu'ils ont envie de créer un lien qui fait que le donateur, parce que c'est un petit peu comme ça, que c'est même plus des joueurs, c'est des donateurs. Il y a un moment, quand il y en a certains qui ont envoyé, comme un certain William, qui a joué pour Julien Tanti, qui a envoyé 150 000 € de cadeaux. Énorme. Et ça revient à combien financièrement ? En général, TikTok prend la moitié. Donc Tanti a dû toucher 75 000 € je pense, sur les 150 000. Ouais, un peu moins de la moitié. Peu moins de la moitié. Et donc, il a gagné le droit d'aller à Dubaï à ses frais, bien sûr. C'est pas Julien Tanti qui a payé. Et de rencontrer Julien Tanti et de faire des vidéos en disant « Regardez, moi, je suis pote avec Julien Tanti, à une amitié à 150 000 €. Ouais, c'est cher. Ça fait cher. Oui. C'est cher. Et donc, là, ce que raconte Datologue, c'est exactement ce que vous racontez dans votre livre, c'est ce fameux lien parasocial. Tout à fait. Pour moi, c'est l'essentiel. Pour moi, les internautes doivent savoir ce qu'est le lien parasocial. Quel impact ça a sur eux par rapport à l'influenceur ? Pour moi, c'est la base. C'est la base de tout. C'est ce qui va faire qu'on va être accro à quelqu'un, qu'on va se laisser influencer par le discours, que ce soit pour acheter des produits, des services ou donner de l'argent, que ce soit sur TikTok ou dans des cagnottes parfois qui sont lunaires. D'ailleurs, Alex Hitchten a fait une cagnotte pour payer l'amende éventuelle qu'il va avoir par rapport à son départ précipité de la commission TikTok. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour ça. Voilà, il y a des gens qui vont donner de l'argent, qui donnent de l'argent dans cette cagnotte pour payer l'amende de Alex Hitchten. Il l'a diffusé comment ? J'ai pas vu ça. Sur TikTok, il a fait une... Incroyable. Oui, incroyable. Oui. Et pour vous... Et donc du coup, oui, je disais, le lien parasocial, pour moi, c'est vraiment quelque chose à comprendre et d'évaluer le niveau de dépendance qu'on a par rapport à un influenceur, quel qu'il soit, même si on se dit on n'est pas dépendant, parce qu'on est tous influençables, c'est pas une question, ça. C'est une affirmation et j'y tiens parce que je vois beaucoup de commentaires. Moi, je suis pas influençable. Ah ouais, mais ça, c'est pour les autres. Non. On est tous pareils. Si on se balade en forêt, je vais donner une image qui va être bien parlante. On se balade en forêt, on voit un groupe de personnes qui courent et il y en a un qui crie au feu, au feu. On va pas réfléchir pendant 10 ans, on va courir dans la même direction que les autres. L'instinct de survie. On est influençable et c'est comme ça. Oui. Donc,
c'est important de savoir quel est notre niveau par rapport à la personne qu'on regarde. Et avec Antonin Adjé, donc, qui est psychologue et qui a collaboré avec moi dans certaines parties du livre, on a créé une échelle justement pour définir le niveau de dépendance qu'on a par rapport aux influenceurs qu'on suit. Oui, et puis, je veux dire, la base des réseaux sociaux, c'est ça, c'est les communautés. Donc voilà, il y a un influenceur, il y a sa communauté. Il y a déjà ce côté un peu où l'influenceur est sur un piédestal. Et quelquefois, quand on tombe dans la dérive, on tombe dans les dérives sectaires, où l'influenceur devient un gourou. Vous en pensez quoi? Ça, on le voit très bien aussi chez les influenceurs pronostiqueurs. Exactement. Alors les pronostiqueurs, ils font un petit peu une sorte de mise en confiance. On l'a vu avec Nostra. Et c'est tous le même schéma. La famille, frérot, on est ensemble. Voilà, une proximité, comme si on était un groupe. Et le gourou est là, il donne un petit peu les instructions. Il fait croire à une vie de rêve, comme quoi il gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Alors que oui, c'est du rêve, voilà. Le bling-bling. Marc Blatta, c'était ça aussi. Il jouait Exactement. même sur la carte de la religion. Exactement. Ah oui, c'est fréquent ça. Hein. C'est fréquent. Oui, la religion, c'est vraiment le truc, parce que ça met en confiance. Parce qu'on dit que quelqu'un qui est proche de la religion ne peut pas voler, ne peut pas arnaquer parce qu'il a peur de Dieu. Eh bien si, justement. En fait, c'est ce qu'on appelle comment ça s'appelle L'emprise. Non, ça a un nom quand... le muslim phishing. Voilà, muslim phishing. Voilà, exactement. Bravo Audrey, toujours les bons mots. Toujours Audrey, c'est l'encyclopédie. Donc voilà, c'est cette mise en confiance. Et donc les gens se disent « Ah, mais il est sympa, il est cool ». Marc Blatta, hein, très sympa, très drôle, très proche de sa communauté. Donc la confiance. Ils font même culpabiliser en disant « Ouais, vous allez rester dans votre vie de merde, à gagner le SMIC, faites comme moi, regardez comment j'ai... » Travailler pour le SMIC, c'est devenu une insulte. C'était un petit peu ce qu'il disait, quoi. Oui, c'est ça. Et si vous c'est de la manipulation. Si vous n'arrivez pas à changer votre vie, ne venez pas vous plaindre, c'est de votre faute. En plus, on culpabilise les gens. Oui. On ouvre très peu de places. Aujourd'hui, on ouvre 10 places. On n'en prend que 10 personnes, pas plus. Alors qu'en fait, ils prennent tout le monde. Hein. Ils vont pas se priver. Oui, bien sûr. On fait croire qu'on est privilégié. On va être dans les 10 qu'il a pris. Voilà, tout un tas de techniques, en fait. Exactement, des techniques donc de manipulation. Voilà. Mais c'est quoi exactement un influenceur pronostiqueur ? C'est quelqu'un qui va donner des pronostics de paris sportifs en faisant croire que ces paris sportifs sont gagnants, alors que pas du tout, et qu'à la fin, vous allez gagner beaucoup d'argent sans rien faire, juste en faisant du copier-coller encaissé. Et d'ailleurs, ça a commencé par les paris sportifs, c'était ça, copier-coller encaissé. Et une fois que les paris sportifs ont été interdits, que Snapchat a fait le ménage, a fait sauter tous les comptes des pronostiqueurs, ils sont tous rabattus sur le trading. Et c'est reparti avec le copier-coller encaissé, mais cette fois avec le trading. Avec le trading et aussi avec ces fameuses plateformes illégales sur X, par exemple le Stake, qui sont légales. Alors ça, c'était le casino en ligne. Oui. Casino en ligne aussi, où soi-disant, on nous dit qu'on nous donne des astuces pour gagner au casino en ligne. Sauf que le casino en ligne, quand il fait ça avec les influenceurs, il leur met une démo. C'est-à-dire que c'est un site de démo où les influenceurs jouent dessus, montrent à leur communauté qu'ils gagnent de l'argent. Mais en fait, comme la démo est beaucoup plus gagnante que le vrai site. Et en plus, le deuxième problème qu'il y a, c'est que ce sont des sites qui sont interdits en France. Et donc, même si par miracle vous gagnez, quand vous allez vouloir retirer l'argent, on va vous dire non, désolé, c'est interdit en France, on ne peut pas vous payer. On peut pas leur dire rends l'argent. C'est pour, c'est pour ça qu'il faut toujours aller voir dans les conditions générales, surtout sur ces sites-là, parce que la liste des pays interdits est écrite. Bien donc, sûr. la France, c'est bien écrit en pays interdit à ce type de site. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des influenceurs, pronostiqueurs anonymes. Donc, c'est plus forcément les stars de télé-réalité qui jouent sur leur notoriété. Là, c'est un peu plus insidieux. On ne sait pas qui donne ces conseils. Les stars de télé-réalité ont arrêté les paris sportifs parce que déjà, dans la loi influenceur, c'est interdit. Et puis, on s'est vite rendu compte, on le sait maintenant, que ce sont souvent des arnaques. Donc, pour pas brouiller leur image ou la salir, ils ont arrêté carrément le pari sportif. Donc, maintenant, on a des pronostiqueurs anonymes.
Donc, des gens que personne ne connaisse, mais qui sont quand même un petit peu sur les réseaux, sur X, sur qui ont TikTok, compris le système. voilà, qui ont compris le système et qui le font perdurer en se disant, de toute façon, moi, je suis anonyme, je risque rien et je suis tranquille. On va pas s'intéresser à moi. On va pas s'intéresser à moi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cet écosystème crée à chaque fois des business parallèles. Quand il y en a un qui semble s'arrêter, il y en a un autre qui émerge. C'est un petit peu comme les points de deal. Quand la police arrête un point de deal, il y en a un qui se fait 5 mètres plus loin. Là, les arnaques dans les... C'est la même chose. C'est la même chose. Dès qu'on arrive à bloquer un truc, en fait, ça recommence d'une autre façon, d'une autre manière. Mais c'est toujours un petit peu le même schéma, un peu plus loin. Et on a l'impression qu'on s'en sort jamais, quoi. Audrey Chipot, par rapport à votre page Vos Stars en réalité, est-ce que vous avez beaucoup de sollicitations de victimes, de témoignages ? Est-ce qu'on vous sollicite ? Alors moi aujourd'hui, le gros boom des victimes, c'était en 2019-2020, allez un petit peu en 2021. Il y a eu des résiduels après sur les grosses affaires comme avec Billionnaire par exemple, où on a pu me parler des NFT, du trading, de choses comme ça. Sur de l'achat, sur des sites de vente classiques, très peu. Dès lors où j'ai publié sur TikTok, j'ai eu des victimes. En fait, dès lors où je vais publier sur quelque chose, j'aurai les victimes qui vont me dire « Ah oui, moi, il m'est arrivé ça. » Et là, j'ai des témoignages. Mais moi, je suis plus sur de la prévention que sur du partage de témoignages de victimes, même si ça peut m'arriver. Enfin, là, on parlait on a été contacté par un groupe, par un groupe de victimes d'un médium sur TikTok qui, pour 15 €, nous promet de rentrer en contact avec des défunts, de faire des prédictions sur 2 ans, de faire un soin énergétique. Et donc, je crois qu'Audrey, le groupe qui t'a contacté, il y avait plus de 300 victimes déjà. Oui, c'est ça, il y a plus de 300 victimes. Donc, ça fait énorme. Et en fait, c'est 300 victimes qui n'ont pas eu leur conseil de médiumnité. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire conseil, je ne sais pas. Consultation. En tout cas, ils n'ont parlé à personne et à aucun défunt, ça c'est sûr. Ils ont donné. Et ils ont payé tous. Et après, le médium, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça. Qui s'appelle Dylan aussi. Voilà. Bloque les gens. Et donc, du coup, les gens ne peuvent plus se manifester, ne peuvent plus donc, en fait, il prend l'argent et il ne fait pas de consultation. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de service, en fait. Il n'y a pas de service. Voilà. Et là, on peut dire... Et on parle de 300, mais à mon avis, c'est beaucoup plus. Parce que c'est 300 qui ont réussi à se réunir. Mais, et en plus, il fait des lives. Quand vous sollicite, donc là, vous avez été sollicité. Ouais. Voilà. Vous fonctionnez comment ? Vous les mettez en contact avec d'autres personnes, avec des services juridiques ? Comment ça se passe en fait quand parce que vous aussi, vous êtes énormément sollicité. Oui. Alors là, c'est un collectif de victimes de ce médium qui nous a contactés. Et du coup, on a fait une petite publication là sur Twitter pour alerter. Peut-être qu'on va faire un space. Après, peut-être les envoyer au collectif AVI pour que justement ils regroupent tout le monde et qu'ils puissent faire une plainte groupée. C'est un petit peu le seul levier qu'on a pour l'instant contre ce médium. On vient de découvrir ça. Hein. Je sais qu'il fait aussi des lives TikTok où si tu envoies des cadeaux, en fonction de la grosseur du cadeau, il peut te faire une prédiction. Alors... c'est un petit peu faire des prédictions comme ça dans les lives TikTok. En tout cas, ça m'intéresse. Je vais peut-être proposer le sujet aussi à un média. Donc, je reviendrai vers vous là-dessus. Pas de problème. Et sur la chirurgie esthétique, ma chère Audrey, c'est un cheval de bataille aussi, parce que vous avez eu beaucoup de victimes qui vous ont contacté. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des injections recommandées par des influenceuses, mais ce n'étaient pas des médecins qui y injectaient. Donc là, il y a eu pas mal de femmes, notamment des femmes d'ailleurs, qui ont eu des complications après ces injections. Oui, donc, on a vu Luna Sky, voilà. Emilia Mar, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qui sont complètement déformés. Oui, il y a eu déformés et maintenant qui sont malades. Notamment Luna Sky, je crois qu'elle a des gros problèmes de santé. Elle a eu, alors là, je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais oui, elle avait des septicémies à répétition. Enfin bon, c'était assez compliqué de s'en sortir. Il y a eu vraiment des problèmes avec les dents, importants. Quoi. Les dents en Turquie, des gens qui revenaient, qui étaient infectés et qui trouvaient aucun dentiste qui acceptait de les soigner parce qu'il leur disait, écoutez, vous avez en Turquie faire les dents, et ça ne se passe pas bien, retournez en Turquie.
Puis même, c'est compliqué dès lors où tu pars à l'étranger, tourisme médical, quel que soit ce que tu te fais refaire, peu importe, c'est très compliqué parce qu'un médecin en France n'a pas le dossier médical, ne sait pas ce qui a été injecté, si c'est des injections, ne sait pas comment est l'état des dents en dessous, qu'est-ce qui a été réellement fait ou pas. Un médecin français, s'il prend en charge un patient qui revient avec un problème de l'étranger, il engage sa responsabilité en le prenant en charge. Donc, c'est compliqué quand même. Oui, parce que c'est pas les mêmes systèmes de santé. C'est pas pareil aussi au niveau des législations. Par exemple, ici, on est quand même en sécurité. On a une sécurité sociale. Oui. Voilà. Donc, si on va se soigner en Turquie, là, on paye plein pot quelque part. Tout à fait. Oui, tout à fait. On a l'impression qu'on paye moins cher, mais après, on revient avec des séquelles, quoi. Voilà. En tout cas, les séquelles peuvent être présentes. Moi, j'avais vu sur une story d'influenceuse, je ne citerai pas le nom parce qu'elle s'est lissée son image depuis, donc voilà, j'avais vu une publicité, donc c'était censé être une conférence pour de la chirurgie esthétique, enfin pas pour, mais en tout cas on t'expliquait voilà, la chirurgie esthétique, qu'est-ce que c'est, comment c'est, qu'est-ce que ça se passe, voilà, tout plein de choses. Je me suis dit, je vais y aller. Et puis finalement, c'était pas du tout ça, c'était des consultations médicales organisée dans un hôtel. Moi, je me suis retrouvée dans une salle de conférence en culotte parce que il fallait que la personne voie mon corps pour me faire un devis. Donc, je suis repartie avec un devis plein de traits sur le corps de tout ce qu'elle voulait me faire. Et après, avec le recul, je me dis heureusement que je vais bien dans ma tête quand même parce que j'aurais pu avoir envie de tout faire. Hein. Là, elle me faisait tout. Donc bref, j'en avais pour 4 500 €. Donc elle refaisait le ventre, le dos, elle remontait les fesses, les seins, enfin bref, il y a la totale. Donc c'était ça, 4 500 je crois, plus la possibilité d'avoir une opération offerte parce que je participais à un jeu concours dans tout ça. Et donc ça se passait en Turquie. Mais après je me dis, mais tu pars en Turquie, tu te fais faire tout ça dans ton corps. Ça c'était très court en termes de délai, c'était quelques journées. Tu reviens en France. Déjà, la probabilité pour que mes points, il se passe quelque chose quand tu repars avec ta valise à l'aéroport. Enfin, moi, je me suis imaginé plein de trucs. Je me suis dit, c'est hyper dangereux. Et puis, comme j'avais alerté... Toute la partie de rééducation post-opératoire... Ah, mais là, elle m'a rassurée. Pas de panique, Audrey. On va t'apprendre à changer tes pansements. Oh, c'est grave. Et donc, j'étais censée faire le suivi par photo sur WhatsApp. Donc, je devais photographier les cicatrices pour montrer l'évolution à distance. Enfin, c'était lunaire, quoi. Mais ils ont été interpellés. Il y a eu une perquisition juste après mon passage parce que moi, j'avais alerté en fait que je participais à ce truc-là. Et donc, du coup, il y a eu des perquisitions et saisies de dossiers, etc. Mais tout ça, c'est interdit. Donc, ça arrive, ça existe. Mais si jamais quelqu'un est invité à aller faire une consultation dans une salle de réunion, un truc, on peut le faire, mais il faut alerter quand même des gens en France c'est pas normal. Que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, voilà, exactement. Et aussi le problème des facettes, puisque les facettes, on lime de cheveux aussi. On lime les dents. Les facettes, ils liment les dents. Donc il y a des petites dents de requin, et là-dessus, on te colle les facettes. Mais une fois qu'il n'y a plus les facettes, les dents, tu n'as plus de dents en fait. Oui. Et donc tous les dentistes alertent sur le fait que la dent, au fur et à mesure des années, va se dévitaliser et qu'ils vont toutes tomber. Et quand tu n'as plus de dents, après tu peux plus mettre. T'as plus de facettes. Ah, c'est ça. Donc c'est des dentiers. Donc tous les influenceurs. Ou des implants. Ou des implants. Oui, ou des implants. Tu vois. Exactement. Et qui coûtent très cher. Mais les greffes de cheveux aussi, c'est vraiment un carnage. On a vu un jeune homme qui s'est même suicidé à cause d'une greffe. Je pense que c'était la barbe. La barbe aussi, oui. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Oui, il n'y a pas longtemps. Je pense il y a un an ou quelques mois. Il y a eu un reportage. C'était en début d'année, je pense. Début d'année. Sur 7 à 8, là-dessus. Voilà. Et à quel moment l'influenceur est dans l'illégalité lorsqu'il parle de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique? Parce que on dit que il y a cette loi influenceur, mais à quel moment on est dans l'illégalité? Mais il peut partager son expérience personnelle sans nommer le médecin, sans nommer la clinique, sans
sans rentrer dans des sans détails, faire la pub, sans faire la publicité, d'un forfait à 2000 tout euros, simplement. tel compris avec le vol. Voilà, aujourd'hui ils le font sous forme de vlog. Les formats ont un peu changé. Oui, on m'a même demandé de partager un vlog autour. J'ai dit, désolée, je suis quand même la co-réalisatrice du complément d'enquête. Je veux bien être sympa, mais bon. Ouais. Je ne vais pas aller jusque-là. Bah non, vraiment. Donc en fait, voilà, c'est dès lors où on fait la publicité vraiment de l'acte, quoi. Donc en fait, quand on regarde les réseaux, encore aujourd'hui, c'est très très fréquent. Très fréquent. C'est très fréquent. On va parler un peu d'influence et de politique. Je pense que c'est un sujet que vous appréciez, Moi, oui. Audrey. Ouais. Et je pense Oui, bien sûr. Vous aussi, blatologue. Donc, en ce moment, on voit donc, des créateurs de contenu comme Sam Zira, Magali Berda, et même un autre influenceur très sympathique que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, Mehdi Fancy, qui tend le micro à des personnes pour leur poser des questions. C'est bientôt les élections, dans 1 an et demi, 2 ans. Vous en pensez quoi de cette connivence entre influenceurs et politiques ? C'est un petit peu... ils essayent de toucher un public qui n'arrive pas à voir les politiques. Ils se disent qu'en allant vers les influenceurs, ils vont toucher les jeunes. Et peut-être d'autres personnes aussi qui vont pas forcément avoir, qui vont pas regarder la télévision, qui vont pas regarder les informations. Et c'est une voie pour eux aussi de se dire, on va essayer de gratter des voix et des électeurs. Des followers. Oui, des followers et des électeurs. Et on voit aujourd'hui, il y a un petit peu une polémique encore avec Aquabeb, Rima Hassan, Maes. Parce qu'un petit peu tout le monde se clash, parce que Aquabeb a publié une vidéo de Rima Hassan qui était dans la rue avec son petit copain. Du coup, elle a répondu. Tu m'apprends quelque chose, j'étais voilà. pas au courant. C'est d'aujourd'hui, tu vois. T'as le croustille d'aujourd'hui, les Voilà. croustilles. Oui. Et donc, du coup, elle a répliqué avec un gif de Maes. Donc, Maes, il faut savoir qu'il avait à l'époque enlevé Aquabeb, l'avait mis à nu et diffusé sur les réseaux parce que Aquabeb avait parlé de Maes. Donc, du coup, Aquabeb a défendu Maes. Donc, les gens lui disent, attends, tu défends ton agresseur. Et du coup, on est dans la politique, influenceur, Oui, un peu potin, politique, rap, people, voilà. C'est ça. Et du coup, ça lui brouille son image, en fait, à Rima Hassan, parce qu'elle parle de quelque chose de sérieux. Et là, du coup, elle se retrouve engluée dans une espèce de polémique avec Aquabeb et Maes. Je pense pas ce qu'elle souhaitait au départ. Oui, d'accord. Mais quel est son lien, alors, elle, avec ces personnes ? Aucun. Aucun. C'est juste qu'elle s'est fait... parce qu'en fait, Aquabeb a plein de chippies, ses fans, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et donc, une de ces chippies avait fait une vidéo de Rima Hassan dans la rue il y a quelques jours en train d'embrasser son petit copain, tu vois. Voilà, et en fait, on se rend compte que par exemple, Aquabeb et même les Marc Blatta à l'époque, c'est un peu les mimi marchands des réseaux sociaux, quelque part. C'est les mini marchands, oui. D'ailleurs, elle avait failli s'associer avec Magali Berda et Grégory Zaoui pour faire une plateforme type Amazon spéciale placement de produits des influenceurs. Donc, elle est aussi là-dedans, Mimi Marchand. Elle n'est pas loin. Oui. Elle est pas loin des influx voleurs. Mais en fait, je faisais juste la comparaison entre les médias traditionnels et les médias sur les réseaux sociaux, et que, en fait, c'est un peu. Je vais pas dire que c'est le même monde. C'est peut-être un peu plus vicieux sur les réseaux sociaux. C'est plus trash. Oui, il y a moins de limites. Et pour toi, cette connivence entre influenceurs et politiques, alors justement, avant d'arriver, on en parlait avec Blateau, je lui ai montré une vidéo, 2 influenceurs qui communiquent ensemble, dont Julien Tanti, puisque auditionné à la commission d'enquête. Et l'autre personne, donc l'autre influenceur, lui disait, mais en fait, est-ce que tu as conscience que si nous tous, influenceurs, dans nos stories, 1 fois par semaine, on vote telle personne, cette personne a de grandes chances d'être élue président. Donc, ils sont conscients, ils ont en tout cas, les influenceurs, conscience de leur pouvoir sur les réseaux sociaux. Et les hommes politiques ont nécessairement conscience du pouvoir des influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est logique. On l'a vu avec Trump aux États-Unis, il s'est servi aussi des chanteurs, des rappeurs et des influenceurs. Et des podcasteurs. Pour être élus quelque part. Des masculinistes. Voilà. Mais bien sûr. Donc moi, comment je le vois, je vois pas tout ça d'un joli œil, pour dire vrai. Ça fait peur. Oui, je trouve ça assez effrayant, à la vitesse où peuvent aller les fake news.
l'absence d'esprit critique de plusieurs personnes, beaucoup. Pas, je le chiffre pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui manquent peut-être un petit peu d'esprit critique et du coup qui peuvent être influencées par tout et n'importe quoi. Moi, je regarde ça. En fait, je l'observe pour dire vrai, et notamment. Est-ce qu'on ne peut pas passer à côté? Parce que je vous avoue. On ne peut pas passer à côté. Vous-même, vous êtes influenceur. Par exemple, toi, sur les réseaux sociaux, combien d'abonnés tu as, par exemple? Vous avez. À chaque fois, je te tutoie, je te vois. Allez, je te tutoie. Je ne sais pas. J'en sais rien parce que je ne regarde pas. Mais plus de 100 000. Tu as plus de 100 000 sur Insta. Sur Insta, plus de 100 000. Oui. Sur X. Plus de 10 000 sur X. Voilà. Vous avez une influence, vous aussi. On a tous une influence. Voilà. On essaye qu'elle soit positive, nous, par contre. Donc, on fait pas de placement de produits, on dénonce. Hein. On est plus lanceur d'alerte, même si on n'a pas le statut officiel, mais on lance des petites alertes aux gens en disant « Attention, il y a un piège. Attention, il y a une arnaque. Attention, on peut vous aider. » Mais moi, je me sens plus lanceur d'alerte qu'influenceur, quoi. Mais même si vous vous sentez comme ça, vous l'êtes. Par défaut, en fait. Oui, on influence les gens, bien sûr. Voilà. En leur disant n'allez pas chez telle personne. Vous avez votre communauté qui suit vos posts, vos vidéos, qui vous like. Et là, j'arrive sur les dernières questions par rapport au cyberharcèlement. À quel moment on peut passer de l'autre côté? Donc, à quel moment on peut basculer dans le cyberharcèlement, même quand on veut dénoncer? Ça a été quelque part... Le problème avec Magali Berda? Oui, on vous a pointé du doigt là-dessus. Alors, c'était surtout Booba qui a été pointé du doigt. Après, quand on dénonce quelque chose, malheureusement, il y a des gens... Parce que votre bannière, c'est ça. Ouais. Dénoncer n'est pas harceler. Exactement, dénoncer n'est pas harceler. Après, il y a toujours des fous. Excusez-moi, mais c'est vrai, des fous et des folles qui se croient des justiciers et qui pensent que insulter un influenceur 10 fois par jour, toute la semaine, tous les mois, ce qui arrive avec Magali Berda. Mais si on regarde bien, Magali Berda, elle a fait condamner une centaine de personnes. Mais c'est rien par rapport aux milliers de personnes qui ont été arnaquées, par rapport aux influenceurs de son agence. Après, elle a eu des insultes vraiment trash. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est deux sujets différents. En fait, pour moi, il y a le sujet des escroqueries propagées de manière volontaire ou involontaire. Ça, faudra une enquête. Moi, je suis pas dans tous les dossiers, donc j'ai mon opinion. Mais voilà, il y a ce sujet-là et il y a le sujet du cyberharcèlement. Pour moi, c'est deux sujets différents. Et peu importe ce qui a été fait, on n'a pas à aller menacer de mort ni cette dame, bien sûr, on est bien d'accord, ni sa fille ou son autre fille. Mais en fait, ça a nuit au combat. Parce que, en fait, ce qu'a dénoncé Booba, Magali Berda, quand elle est sur les plateaux, quand on lui disait « Oui, mais vous avez eu des problèmes, il y a des sujets où il y a eu des vols, des victimes. Oui, mais moi, j'ai été cyberharcelée. » Ça a été sa réponse en permanence. Et en fait, du coup, on bifurquait là-dessus et on parlait pas des problèmes. On l'a vu dans Complément d'enquête, d'ailleurs, avec Tristan, sur les fauteuils rouges. À chaque fois, oui, mais j'étais cyberharcelé, oui, mais j'ai reçu des menaces de mort, etc. Et donc, ça a dénaturé le combat complètement. Alors, nous, on nie pas le cyberharcèlement qu'elle a Bien sûr, on ne le nie pas. Hein. On le nie pas. Et on le condamne. Mais ça peut être instrumentalisé. Alors, qu'est-ce que... Je veux dire... oui, elle l'a instrumentalisé. Voilà. C'est-à-dire que celui qui va recevoir le cyberharcèlement l'utilise... comme storytelling. Voilà. Alors, tout à fait. Ça peut être totalement instrumentalisé et ça peut faire partie d'un narratif pour après... peu importe l'objectif, mais en tout cas, oui, bien sûr, ça peut faire partie d'un narratif. Je suis désolée, j'ai eu un Il n'y a pas de souci. Ça a bien rebondi, il n'y a pas de problème. Donc oui, ça peut être instrumentalisé. C'est bien le problème d'ailleurs, parce que c'est un réel sujet, le cyberharcèlement. Il y a quand même des personnes qui se suicident, donc c'est pas un sujet à prendre à la légère de mon point de vue. Donc l'instrumentalisation et qui est même utilisée plus tard comme argument commercial, ce qu'on a pu voir, moi je trouve ça un petit peu perturbant. C'est mon point de vue et voilà. Mais est-ce qu'on peut rappeler que le cyberharcèlement est bien évidemment un délit? C'est un délit. Voilà. Et on encourt quelle peine? Il y a une amende. Oui, il y a une amende et puis une peine de prison. La prison, oui. Exactement. Prison ferme, d'ailleurs, les cyberharceleurs de Magali Berda, il y en a eu qui ont de la prison ferme. Hein. Voilà. C'était très grave. Oui. Mais on ne peut pas nous dire lanceur d'alerte ou même Booba qu'on est responsable de ces fous-là.
C'est pas nous ni Booba qui ont dit allez-y, insultez-la, Après, Booba, on etc. sait très bien que c'est un influenceur lui aussi. Oui, bien Il sûr. a une emprise énorme. Les Sa rappeurs, quand communauté, même. c'est même pas une communauté, c'est une piraterie. Donc, il faut pas se voiler la face non plus. Je veux dire, il a vraiment une très forte emprise aussi sur Oui, sa mais il a communauté. pas dit. C'est pas lui qui a dit aux gens allez la Il a relayé aussi des cyberharceler. choses quand même un peu tendancieuses. Alors, le problème, c'est que les gens qui ont été entendus lors de ces procès ont tous évoqué le nom de Booba. Ça, c'est un problème quand même. Ça, c'est un problème. Ils sont défendus aussi. Parce qu'à un moment Ah bah, donné, oui. il faut avoir des arguments, il faut avoir une défense. Donc je pense que c'est aussi facile de dire oui, c'est la faute à Booba. Ah ben, en tout Booba, cas, c'est- ça coulait de source. Voilà, Dans la c'est défense, ça. je pense que ça coulait de source, En tous effectivement. les cas, on arrive à la fin de ce podcast hyper intéressant. Et je vais vous poser une dernière question autour vraiment d'un thème dont on va en entendre parler. J'ai des collègues journalistes qui sont en train de réaliser un reportage autour de la prostitution des mineurs. C'est un fléau sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vous-même eu écho de cela et est-ce que vous avez enquêté sur ce genre de sujet? Alors, quand on Et je parle de la prostitution des mineurs sur les réseaux sociaux. avec Proxénète et tout ça. Alors moi, j'ai pu avoir des victimes mineures qui étaient sur des plateformes, sur des plateformes spécifiques. Après, de la prostitution en tant que telle, comme je pense on l'entend là, j'ai pas eu de témoignage direct. Voilà, mais je sais que ça existe par contre. Suppression du site Coco, déjà ça a été une chose très importante parce que c'était une plateforme où il y avait vraiment, c'était extrêmement facile de s'inscrire. Hein. On allait sur Coco, on rentrait un pseudonyme, un âge et une ville et tout de suite on pouvait discuter. Hein. Il n'y avait pas de vérification avec une adresse email, un numéro de téléphone. Donc suppression de ce site, c'était très bien. Viva Street à l'époque aussi, c'était très bien. Malheureusement, ça rebondit sur d'autres sites comme Wannonce. Voilà, il y a toujours, comme on dit, à chaque fois qu'on bloque un truc, ça rebondit plus loin. Après, moi, Puis il y a les plateformes Mime, voilà. Onlyflam, OnlyFans. donc des proxénètes qui partagent des photos de mineurs. Oui, et surtout les influenceurs qui font croire qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur OnlyFans et sur Mime, alors qu'en fait, apparemment, ça serait pas forcément la vérité. Ils gagneraient pas autant que ça. Donc ils sont taxés aussi. Ils sont taxés par la plateforme, Oui, comme bien TikTok, qui prend une grosse partie des rémunérations. Alors peut-être qu'il y en a un ou deux à un moment qui ont gagné vraiment beaucoup d'argent, mais il semblerait que j'avais vu un petit peu des gens sur TikTok justement qui disaient que justement sur les plateformes comme ça, en fait on faisait croire qu'on gagnait des 70 000 euros, 100 000, 150 000 euros par mois et qu'en fait pas du tout, c'était beaucoup moins quoi. Et juste pour terminer là-dessus, concernant la prostitution des mineurs, est-ce que vous avez eu écho des âges? Alors, moi, les âges dont j'ai pu entendre, en tout cas avoir des retours, on était entre du 14 et du 16 ans. Alors, et il y aurait des influenceurs qui seraient dans ce genre de trafic? Ça, je ne sais pas, mais tout est possible. Donc, Eh bien, ce sera pour un prochain podcast. En tous les cas, est-ce que vous, déjà aussi, vous avez des questions à me poser? N'hésitez pas, hein, moi je suis prête. Hein. Vous me cuisinez, hein. Ouais, Eh ben alors, bon, du coup, on en a brièvement parlé juste avant. Oui, moi, vous avez fait le complément d'enquête, donc influence, cash, fric et politique. Arnaque, fric et politique, le voilà. vrai business des influenceurs. J'avais plus le terme, enfin les trois mots précis. Donc, je trouve que ça, déjà, c'est super parce qu'on a pu mettre le doigt sur le lien politique que jusqu'alors, on ne l'avait pas forcément entendu. Oui, parce que c'était le début. En fait, Magali Berda commençait ses immersions qu'elle a essayé quelque part de refaire aujourd'hui. C'est ce qu'elle a refait. En fait, c'est la suite. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'était. Moi, j'ai trouvé le complément d'enquête sur plein de thématiques très intéressantes. Et derrière, on a pu vous voir dans Touche pas à mon poste. Oui, chez Cyril. Oui.
Comment est-ce où elle était chroniqueuse. Où elle était chroniqueuse. Oui. Alors la question. Donc là, conflit d'intérêts. Non, mais justement, c'est bien, posez-moi la question. On peut se poser la question, et du coup, comme ça fait partie des questions qu'on se pose et qu'on a brièvement évoquées juste avant, est-ce qu'on peut savoir comment c'est possible de travailler pour un Cyril Hanouna? Pour le service public et puis pour Cyril Hanouna. Oui, qui lui est quand même un peu affilié à tout ce qui est business d'influence, puisqu'il faisait partie un peu de l'agence... affilié et associé. Et associé, non mais voilà, quand je dis affilié... Avec Badidjet. Voilà, c'est ça. Donc, Bien sûr. Alors, moi, personnellement, je suis freelance. D'accord ? Donc, je travaille pour énormément de médias. Je travaille aussi bien pour le service public que pour des chaînes privées comme M6. Là, pour le moment, je réalise un reportage pour M6. Et en fait, je vais vous avouer, Cyril aussi, d'une certaine manière, il s'est désolidarisé. Voilà. Il m'a invité en plateau où il a abordé toutes les questions. J'ai pu répondre comme je le voulais. Quand il m'a proposé de collaborer avec lui, c'était pour faire une enquête sur Médiamétrie qui n'a jamais été diffusée actuellement. Donc, je suis un peu frustrée là-dessus parce que j'ai vraiment bien bossé. Ensuite, j'avais enquêté sur Ophénia. Donc, j'essayais quand même de faire ce que je faisais ailleurs. France Télévisions, je suis toujours en très bon terme avec Tristan Walex. Pourquoi j'ai travaillé avec Cyril Hanouna ? C'est parce que, moi, ça fait quand même un moment que je suis journaliste et qu'en fait, moi, j'aime bien travailler avec différentes personnes et me faire ma propre opinion. Donc, ce que j'ai trouvé positif avec lui, c'est que quand on va voir sa production, il y a une diversité incroyable. J'ai jamais vu autant de diversité. Je veux dire, il y a des noirs, des rebeux, enfin, la France plurielle, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on s'identifie à ça, moi, en tant que journaliste d'origine maghrébine. Et je pensais avoir une liberté dans ma manière en fait de réaliser mes enquêtes, voilà. Et finalement, c'est vrai que j'ai pas pu aller jusqu'au bout comme je peux le faire habituellement. Mais ça, c'est le jeu. Hein. Des fois, il y a des choses qui sont diffusées, des fois, c'est pas diffusé. Bon, ça, c'est pas grave. Et parce qu'en fait, j'ai eu un bon feeling et je pense que c'est l'une des personnes qui m'a le mieux traité quelque part, je dirais en plateau et même dans la vraie vie. Et que quand nous, on a pointé les dérives, quelque part, il était de notre côté, quoi. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est un système, il y a le système Bolloré. Après, le procès qu'on peut faire à moi, petite freelance, c'est un procès qu'on peut faire aussi, par exemple, à des Mouloud Achour qui travaillent chez Bolloré, par exemple, Antoine Decaune qui est chez Bolloré. Quand il y a Ruquier, Léa Salamé qui passe chez Cyril Hanouna, c'est le service public aussi qui passe chez... En fait, il faut savoir qu'un journaliste, il peut aussi bien travailler un jour sur Europe 1 et demain sur le service public. Donc, on va aussi vers là où il y a des opportunités. Mais ça a été quand même une leçon professionnelle et d'éthique. Parce que quand je vois, par exemple, des collègues qui vont sur le plateau, par exemple, de Morandini, moi, ça, c'est vraiment la limite. Enfin, il est quand même... condamné. Pour corruption mineure. Oui. Voilà. Et puis, en appel, condamné en appel. Oui. Voilà. Et donc, à ma manière, je mets ma pierre à l'édifice. Et là, je suis revenue... pour une émission qui s'appelle Arnaque, présentée par Julien Courbet, et j'adore parce qu'il y a du sens. On est aussi un peu en mode lanceur d'alerte, et chaque expérience fait que on fera peut-être pas les mêmes erreurs, même si je regrette pas parce que ça a été un petit moment aussi de Graal quelque part. Vous voyez, il y a les parents qui vous voient à la télé, c'est super, elle a réussi, c'est génial. Voilà, faut pas se voiler la face. À un moment donné, on a envie d'avoir ce côté où voilà, on est là, quoi. Et ça a été un passage, mais maintenant, on s'est réaligné et on est sur des bonnes bases. Bon, il n'y aura pas de Rhysslaine rend l'argent, alors c'est bon. non, moi, au contraire, je suis avec vous. On est ensemble. Alors, merci d'avoir participé au podcast Ça bouillonne. Merci. À très bientôt. Merci, Rhysslaine, à bientôt. Pour un prochain podcast.